Par une fraîche soirée d'octobre 2015, Brenna Callaway, 17 ans, embrassa ses parents pour leur dire bonne nuit, puis parcourut les trois pâtés de maisons séparant la modeste maison familiale de plain-pied à Cedar Falls dans le Wisconsin, de la résidence des Henley, où elle devait faire du babysitting. Elle portait son sac à dos en cuir usé, rempli de devoirs, son chargeur de téléphone et un sachet de bonbons qu'elle avait acheté pour les partager avec Emma, 6 ans, et Mason Henley, 4 ans. Dans ce quartier résidentiel paisible, Brenna était reconnue comme la babysitter la plus fiable, ponctuelle, responsable et sincèrement adorée par tous les enfants qu'elle gardait. Les parents lui faisaient une confiance aveugle. Les enfants suppliaient leurs parents de l'appeler et jamais elle n'avait manqué un rendez-vous ou rentré plus tard que prévu. Mais ce soir-là, Brenna Callaway disparut sans laisser de traces, laissant derrière elle un mystère qui entrait Cedar Falls pendant presque une décennie. 8 ans plus tard, dans un garde-meuble situé à 2 états de là, un sac à dos portant son nom referait surface dans des circonstances si étranges et glaçantes qu'elle raviverait de vieilles blessures et forcerait chacun à affronter une question terrifiante. Que s'est-il vraiment passé ce soir d'octobre avec Brenna Callaway? Et qui avait gardé son sac à dos pendant toutes ces années? Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Brenna Marie Callaway était l'enfant du milieu, dans une famille soudée et aimante, installée à Cedar Falls depuis des générations. Son père, Thomas Callaway, était superviseur d'équipe à l'usine de papier locale, et sa mère, Linda, enseignait en troisième année à l'école primaire Riverside. Jake, son frère aîné, était en première année à l'université de Wisconsin. Sa sœur cadette, Megan, était en seconde au lycée et vouait à Brenna une admiration totale, propre aux grandes sœurs parfaites. Ses amis la décrivaient comme le genre de personne qui n'oubliait jamais un anniversaire, qui traversait la ville pour rapporter des devoirs oubliés et qui réussissait à jongler entre ses cours avancés, AP, son emploi à temps partiel dans un glacier local et son activité florissante de babysitter. Elle économisait pour l'université, bien décidée à devenir enseignante en école primaire comme sa mère, et avait déjà été acceptée dans plusieurs universités avec des bourses partielles. Sa chambre était tapissée de citations inspirantes et de photos des enfants qu'elle gardait, chaque photo soigneusement étiquetée avec la date et une légende amusante. Brenna rêvait d'ouvrir un jour sa propre crèche, et tous ceux qui la connaissaient étaient convaincus qu'elle réaliserait tout ce qu'elle entreprenait. C'était le genre d'adolescente que les parents montraient en exemple, le genre de jeune femme qui redonnait foi en la génération suivante. La famille Henley s'était installée à Cedar Falls 6 mois avant cette fameuse soirée d'octobre, quittant Minneapolis après que David Henley ait obtenu une promotion dans la banque régionale où il travaillait comme chargé de prêt. Son épouse, Sarah, était graphiste indépendante, travaillant de chez elle, ce qui lui permettait de s'occuper de leurs 2 jeunes enfants tout en développant sa clientèle dans cette nouvelle communauté. Les Henley avaient découvert Brenna grâce à une recommandation de leur voisine. Après qu'elle ait gardé Emma et Mason à 3 reprises sans souci, ils la considéraient comme une perle rare. David et Sarah attendirent avec impatience leur première vraie soirée en amoureux depuis le déménagement. Un dîner au nouveau restaurant italien du centre-ville, suivi d'un film qu'ils voulaient voir depuis des mois. Sarah avait passé l'après-midi à préparer des collations pour les enfants et à rédiger des consignes détaillées pour Brenna. Les routines du coucher, les numéros d'urgence, l'allergie légère d'Emma aux arachides. La maison était impeccable. Les enfants, ravis de retrouver leur babysitter préféré. Et tout semblait parfaitement normal quand Brenna arriva, pile à 18h30, comme à son habitude. Elle discuta brièvement avec Sarah du déroulement de la soirée, accepta la liste de contacts d'urgence, qu'elle connaissait déjà, et fit un signe d'au revoir depuis le perron, pendant que les Henley reculaient leur voiture. David dira plus tard à la police que la dernière image qu'il gardait de Brenna était sa silhouette dans l'embrasure de la porte, une main saluant et l'autre posée sur l'épaule d'Emma, blottie contre elle. La soirée se déroula comme prévu pendant plusieurs heures. Brenna aida Emma et Mason à finir leur dîner, nuggets de poulet et tranches de pommes, les accompagna pour leur bain, puis les installa dans le salon pour leur heure autorisée de télévision avant le coucher. Des voisins ont plus tard raconté avoir vu la lueur du téléviseur à travers la fenêtre des Henley vers 19h30,
et entendu des bruits de films pour enfants. À 20h15, Brenna envoya un SMS à sa mère pour lui confirmer que tout se passait bien et qu'elle rentrerait probablement vers 23h30, comme prévu. Elle coucha Mason à 20h30, puis Emma à 21h, leur lut une histoire à chacun, s'assura qu'ils avaient leur peluche préférée, alluma leur veilleuse, puis ferma les portes de leur chambre. Les relevés téléphoniques montrèrent que Brenna avait reçu un message de sa meilleure amie, Ashley Brennan, à 21h45, lui demandant ses plans pour le week-end. Elle n'y répondit jamais. La dernière activité confirmée sur le téléphone de Brenna remonte à 21h52, lorsqu'elle accéda à une application de réseau social, probablement pour passer le reste de la soirée tranquillement, comme le font souvent les babysitters une fois les enfants couchés. Les caméras de sécurité d'une maison à 2 rues de là captèrent une silhouette, que les enquêteurs ont estimée être celle de Brenna, passant devant une fenêtre à 22h15. Mais l'image était trop floue et lointaine pour permettre une quelconque analyse utile de son comportement ou de ses actions. David et Sarah Henley rentrèrent chez eux à exactement 23h45, avec 15 minutes de retard à cause de la circulation dense à la sortie du cinéma. Ils furent surpris de trouver la maison entièrement plongée dans l'obscurité, hormis une petite lampe d'appoint que Brenna laissait habituellement allumée dans le salon. David appela doucement en entrant, pour ne pas réveiller les enfants, mais n'obtint aucune réponse. Sarah alla d'abord vérifier le salon, s'attendant à trouver Brenna endormie sur le canapé, ses devoirs étalés autour d'elle. Mais la pièce était vide. Une rapide fouille du rez-de-chaussée ne donna rien. En montant à l'étage, ils trouvèrent Emma et Mason dormant paisiblement dans leur lit, exactement comme prévu. Le sac à dos de Brenna avait disparu, de même que sa veste qui avait été accrochée au porte-manteau près de la porte d'entrée. La porte arrière était déverrouillée, ce qui surprit Sarah puisqu'elle rappelait toujours au babysitter de bien verrouiller toutes les issues. Mais il n'y avait aucun signe d'effraction ni de lutte dans la maison. David appela immédiatement le portable de Brenna, mais tomba directement sur sa messagerie. De plus en plus inquiet, il téléphona ensuite chez les Callaway, réveillant Thomas et Linda en sursaut. À l'annonce de la disparition de leur fille pendant ce qui devait être une simple soirée de babysitting, ils sombrèrent aussitôt dans la panique. Par ailleurs, en moins de 30 minutes, le service de police de Cedar Falls avait dépêché des agents à la fois au domicile des Henley et chez les Callaway. La chef de la police, Margaret Drummond, vétérane de 20 ans dans les forces de l'ordre, n'ayant jamais eu affaire à la disparition d'une adolescente sans antécédent de fugue, ordonna immédiatement une fouille exhaustive du quartier. Les agents arpentèrent chaque rue dans un rayon de 5 pâtés de maison, vérifièrent chaque voiture stationnée et sonnèrent à toutes les portes malgré l'heure tardive. Le service des pompiers locaux fut appelé en renfort, et des bénévoles de la communauté commencèrent à arriver avant l'aube, s'organisant en groupe pour ratisser la zone boisée derrière la maison des Henley, ainsi que le petit parc où Brenna accompagnait souvent les enfants qu'elle gardait. Linda Callaway fournit à la police une description détaillée de la tenue que portait sa fille. Un jean sombre, un pull violet, des baskets blanches et son bracelet argenté préféré gravé de son prénom. Thomas remit des photos récentes et une liste de tous les amis, professeurs et connaissances susceptibles de détenir des informations sur la disparition de sa fille. Lorsque le soleil se leva sur ce qui aurait dû être une matinée de samedi ordinaire, l'horreur commença à s'abattre sur Cedar Falls. Une adolescente adorée s'était tout simplement volatilisée sans laisser la moindre empreinte ni indice. Les relevés téléphoniques ne montraient aucun appel ni SMS après 21h52. Son compte bancaire restait inactif et les entretiens avec ses amis révélèrent qu'elle n'avait pris aucun rendez-vous ni prévu de sortir à un autre endroit que le job de babysitting. Brenna Callaway s'était évaporée dans la nuit, laissant derrière elle un mystère qui allait obséder la petite communauté pendant des années. L'enquête mobilisa toutes les ressources du service de police de Cedar Falls. Le détective Ray Castellano, dépêché par le bureau du shérif du comté pour son expérience des affaires de personnes disparues, exclut rapidement la piste de la fugue volontaire. La chambre de Brenna ne montrait aucun signe de préparation de départ. Ses lettres d'admission à l'université trônaient toujours sur son bureau et son compte d'épargne, contenant près de $3 000, n'avait pas été touché.
Les témoignages de ses camarades brossaient le portrait d'une adolescente heureuse, motivée et enthousiaste à l'idée de son avenir, sans raison apparente de disparaître. Son petit ami depuis 8 mois, Tyler Ashworth, fut longuement interrogé puis innocenté lorsque ses relevés téléphoniques et les témoignages prouvèrent qu'il se trouvait à un dîner de famille à 30 kilomètres de distance au moment de la disparition. La famille Henley passa également au crible. Polygraphe, vérification financière et enquête de moralité ne révélèrent aucun lien suspect et leur détresse sincère attestait de leur innocence. Au bout de 72 heures, le FBI fut appelé. L'agent Patricia Rothrock, spécialiste des crimes contre les enfants et des personnes disparues, séjourna plusieurs semaines à Cedar Falls, coordonnant avec la police locale et menant des centaines d'entretiens avec quiconque avait le moindre lien avec Brenna ou la soirée d'octobre. Malgré l'ampleur de l'effort, police locale, shérif, agents fédéraux et centaines de bénévoles, aucun indice concret n'émergea. Le bois derrière la maison des Henley fut fouillé à plusieurs reprises avec des équipes cynophiles, un radar à pénétration de sol et des volontaires, sans jamais rien trouver. Les caméras de surveillance des commerces, situées sur le trajet entre les maisons Callaway et Henley, furent examinées image par image, sans fournir de vision nette de Brenna à l'aller ou au retour. Les enquêteurs passèrent également en revue tous les taxis, services de covoiturage et transports en commun dans un rayon de 80 kilomètres. Rien n'indiquait que Brenna avait utilisé de tels services. Son téléphone avait été éteint ou détruit peu après 21h52, rendant impossible toute localisation par données de relais de antenne. L'affaire fit grand bruit dans les médias. La photo de Brenna orna des sites de personnes disparues, des cartons de lait et des panneaux d'affichage à travers le Midwest. Thomas et Linda Callaway passèrent plusieurs fois à la télévision nationale, suppliant quiconque détiendrait la moindre information et offrant une prime montée à 50 000 dollars. La famille engagea un détective privé, organisa chaque week-end des battues pendant des mois et exploita la moindre piste, même la plus invraisemblable. À mesure que les semaines devinrent mois, puis années, la dure réalité s'imposa. Brenna Callaway avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 8 longues années, la famille vécut dans une sorte d'animation suspendue, incapable de faire son deuil sans preuve de la mort de leur fille et incapable d'avancer sans savoir ce qui lui était arrivé. Linda prit un congé prolongé de l'enseignement et ne revint jamais en classe, ne supportant plus d'être entourée d'enfants, lui rappelant quotidiennement la fille qu'elle avait perdue. Thomas sombra dans une insomnie sévère et la dépression, passant souvent ses nuits à parcourir les rues de Cedar Falls et des villes voisines, persuadé que, s'il cherchait assez et assez longtemps, il finirait par découvrir un indice que tout le monde avait manqué. Quant à Jake, il lutta pour terminer ses études universitaires, changeant de filière à 3 reprises avant d'abandonner définitivement. Megan, de son côté, se referma sur elle-même et développa de l'anxiété, nécessitant des années de thérapie. La maison familiale, jadis emplie de rires et d'activités, devint un sanctuaire à la mémoire de Brenna. Sa chambre resta figée exactement telle qu'elle l'avait laissée, et ses photos furent disséminées dans chaque pièce. La chef de Remond, qui avait promis au Callaway de ne jamais classer l'affaire, garda le dossier de Brenna sur son bureau et le consulta chaque mois, espérant que de nouveaux regards repéreraient quelque chose d'inaperçu. Le détective Castellano, qui avait travaillé sur l'affaire plus longtemps que sur aucune autre de sa carrière, confia à voix basse que la disparition de Brenna le hantait plus que tout crime non résolu qu'il ait connu. La découverte du box de stockage allait tout changer. Mais pendant 8 ans, la famille Callaway vécut dans l'angoisse, avec pour seul compagnon les questions, les théories et l'espoir, peu à peu estompés, que leur fille puisse encore être vivante quelque part, prête à rentrer un jour à la maison. En mars 2023, près de 8 ans après la disparition de Brenna, une vente aux enchères de box abandonnée à Rockford, dans l'Illinois, à 200 kilomètres de Cedar Falls, allait enfin faire basculer l'affaire de la manière la plus inattendue qui soit. Moins de 30 minutes après l'appel, le service de police de Cedar Falls dépêcha des agents, à la fois au domicile des Henley et chez les Callaway. La chef de la police, Margaret Drummond, vétérane de 20 ans de la profession, n'ayant jamais eu à traiter une disparition d'adolescente sans antécédent de fugue, ordonna une fouille minutieuse du quartier.
Les policiers arpentèrent chaque voie dans un rayon de 5 pâtés de maison, vérifièrent chaque voiture stationnée et sonnèrent à toutes les portes, malgré l'heure tardive. Les pompiers locaux furent appelés en renfort, et avant l'aube, des dizaines de bénévoles de la communauté arrivèrent, formant des équipes pour ratisser le bosquet derrière la maison des Henley, ainsi que le petit parc où Brenna emmenait souvent les enfants qu'elle gardait. Linda Callaway remit à la police une description précise de la tenue que portait sa fille. Un jean sombre, un pull violet, des baskets blanches et son bracelet argenté favori, gravé de son prénom. Thomas présenta des photos récentes et une liste de tous les amis, professeurs et connaissances susceptibles de détenir des informations sur la disparition de Brenna. Quand le soleil se leva sur ce qui aurait dû être un samedi matin ordinaire, la terrible réalité s'imposa à Cedar Falls. Une adolescente adorée s'était volatilisée sans laisser la moindre empreinte ni indice. Les relevés téléphoniques n'enregistraient aucun appel ni SMS après 21h52. Son compte en banque restait inactif et les entretiens avec ses amis révélaient qu'elle n'avait pris aucun rendez-vous ni prévu de déplacement autre que son poste de babysitting. Brenna Callaway s'était évanouie dans la nuit, laissant derrière elle un mystère qui allait obséder la petite communauté pendant des années. L'enquête mobilisa toutes les ressources du commissariat de Cedar Falls. Le détective Ray Castellano, appelé depuis le bureau du shérif du comté pour son expérience des affaires de personnes disparues, exclut rapidement la piste de la fugue volontaire. La chambre de Brenna ne présentait aucun signe de préparation. Ses lettres d'admission à l'université trônaient toujours sur son bureau et son compte d'épargne, près de 3 000 $ économisés, n'avait pas été touché. Les témoignages de ses camarades brossaient le portrait d'une adolescente heureuse, motivée et enthousiaste quant à son avenir, sans raison apparente de vouloir disparaître. Son petit ami depuis 8 mois, Tyler Ashworth, fut soigneusement interrogé, puis innocenté, lorsque ses relevés téléphoniques et les témoignages démontrèrent qu'il dînait en famille à 30 kilomètres de là, au moment de la disparition. La famille Henley passa également au crible. Polygraphes, vérifications financières et enquêtes de moralité ne révélèrent aucun lien suspect, et leur détresse sincère attestait de leur innocence. Au bout de 72 heures, le FBI fut appelé en renfort. L'agent Patricia Rotrock, spécialiste des crimes contre les enfants et des personnes disparues, séjourna plusieurs semaines à Cedar Falls, coordonnant avec la police locale et menant des centaines d'entretiens avec quiconque avait le moindre lien avec Brenna ou la soirée d'octobre. Malgré l'ampleur de l'effort, police locale, shérif, agents fédéraux et bénévoles, aucun indice concret n'émergea. Le bois derrière la maison des Henley fut fouillé à plusieurs reprises par des équipes cynophiles, un radar à pénétration de sol et des volontaires, sans jamais rien trouver. Les enregistrements des caméras de surveillance des commerces le long du trajet, entre les maisons Callaway et Henley, furent examinés image par image, sans offrir de cliché net de Brenna, ni à l'aller, ni au retour. Les enquêteurs passèrent en revue tous les taxis, services de covoiturage et transports en commun, dans un rayon de 80 kilomètres. Aucun ne signalait la présence de Brenna. Son téléphone avait été éteint ou détruit peu après 21h52, rendant toute localisation via les antennes relais impossible. L'affaire fit grand bruit dans les médias. La photo de Brenna orna des sites de personnes disparues, des cartons de lait et des panneaux d'affichage à travers tout le Midwest. Thomas et Linda Callaway passèrent plusieurs fois à la télévision nationale, suppliant quiconque détenait la moindre information et offrant une récompense qui atteignit finalement 50 000 $. La famille engagea un détective privé, organisa des battues chaque week-end pendant des mois et exploita la moindre piste, même la plus invraisemblable. En mars 2023, près de 8 ans après la disparition de Brenna, une vente aux enchères de box abandonnée à Rockford, dans l'Illinois, à 200 km de Cedar Falls, allait enfin faire basculer l'affaire de la manière la plus inattendue qui soit. Marcus Wheeler, antiquaire local assistant régulièrement à ces enchères pour y dénicher des objets à revendre, avait acquis le contenu du box 247 pour 300 $ après que le locataire précédent, recensé sous le nom de Michael Patterson, eut cessé de payer le loyer pendant 6 mois consécutifs. Selon les registres du centre, les loyers étaient réglés en espèces via un service de paiement automatique, prélevant sur un compte prépayé,
Quand Wheeler commença à trier le contenu du box sur le parking, il s'attendait à trouver le mobilier, les vêtements et les effets personnels habituels. Tout ce que les gens stockent en déménageant ou en réduisant leur espace. Il découvrit à la place quelque chose qui allait provoquer un choc au sein des forces de l'ordre de deux États. Il tomba sur un sac à dos en cuir usé, contenant des fournitures scolaires, un chargeur de téléphone et un sachet vide de bonbons, ainsi que plusieurs vêtements semblant appartenir à une adolescente. Intrigué, Wheeler trouva bientôt un portefeuille contenant un permis de conduire au nom de Brenna Mary Callaway de Cedar Falls, Wisconsin. Le nom lui semblait vaguement familier d'anciens reportages, et il confirma rapidement ses soupçons par une recherche en ligne. Il venait de mettre au jour des preuves liées à l'une des affaires de personnes disparues les plus célèbres du Midwest. Il contacta sans tarder la police de Rockford, qui alerta aussitôt le FBI et le commissariat de Cedar Falls. L'agent Rothrock, qui n'avait jamais cessé de s'occuper mentalement du dossier de Brenna, se rendit immédiatement à Rockford pour examiner personnellement les pièces à conviction. Le sac à dos était sans conteste celui que Brenna portait la nuit de sa disparition. Linda en avait décrit le cuir usé, les boucles en laiton distinctives et le petit porte-clés en forme de cœur accroché à une fermeture éclair. À l'intérieur, on retrouva les devoirs de Brenna d'octobre 2015, ses crayons à mécanique préférée et un classeur contenant ses dossiers de demande de bourse universitaire qu'elle préparait dans les semaines précédant sa disparition. Plus révélateur encore, un journal intime que Brenna tenait tout au long de sa terminale, des pages sur ses projets universitaires, sa relation avec Tyler et son enthousiasme pour l'avenir. La dernière entrée, datée du jour même de sa disparition, était d'un réalisme glaçant. Elle évoquait son impatience à garder les enfants Henley ce soir-là et précisait qu'elle comptait utiliser les gains pour acheter des décorations de homecoming pour le bal de l'école qu'elle aidait à organiser. Rien n'indiquait qu'elle avait peur de qui que ce soit ou qu'elle envisageait de s'enfuir, confirmant les certitudes des enquêteurs. Les enregistrements des caméras du centre de stockage et les archives de location devinrent des éléments cruciaux d'une enquête désormais criminelle, plutôt que strictement liée à une disparition. La gestionnaire du site, Janet Morrison, remit aux enquêteurs 8 années de registre. Le box 247 avait été loué 3 jours après la disparition de Brenna par un certain Michael Patterson. Ce locataire avait payé la première année en espèces, puis programmé des paiements automatiques à partir de cartes prépayées régulièrement rechargées. Des images de surveillance d'octobre 2015 montraient une silhouette vêtue de sombre, casquette vissée sur la tête, accédant au box tard dans la nuit. La qualité étant trop médiocre pour identifier la personne, qui prenait soin de ne pas montrer son visage. Plus troublant encore, les registres révélaient que le box était visité périodiquement au fil des ans, tous les 6 à 8 mois, de nuit, par la même silhouette masquée. Si ces visites paraissaient d'abord aléatoires, les enquêteurs remarquèrent qu'elles coïncidaient souvent avec des moments clés de l'affaire, après des appels télévisés de la famille, des annonces communes de récompenses ou des articles de presse marquant les anniversaires de la disparition. Quelqu'un suivait l'affaire de près et utilisait probablement ce box pour revisiter les preuves de l'enlèvement, en faire une sorte de sanctuaire macabre et y retourner chaque fois que l'affaire revenait sous les projecteurs. En explorant plus avant le contenu du box, les enquêteurs découvrirent des éléments d'une sinistre précision. Outre le sac à dos, plusieurs des vêtements de Brenna, dont le pull violet et les baskets blanches qu'elle portait le soir de sa disparition. Des dizaines de photos, visiblement prises à son insu sur plusieurs mois avant l'enlèvement, la montraient se rendant à l'école, travaillant à la glace, gardant des enfants au parc et vaquant à ses occupations quotidiennes, preuve d'une surveillance obsessionnelle. Également trouvées, des notes fouillées sur son emploi du temps, rendez-vous de babysitting, horaires de travail, activités scolaires. L'écriture, soigneusement dissimulée, fut attribuée par l'analyse graphologique à un individu méthodique, cultivé, au vocabulaire et à l'organisation élaborée. Plus glaçant encore, un plan détaillé de Cedar Falls, sa maison, celle des Henley et ses itinéraires habituels marqués en encre rouge, accompagné d'annotations sur les patrouilles policières et l'emplacement des caméras de surveillance du quartier. Cette accumulation de preuves démontrait que la disparition de Brenna n'avait pas été un acte opportuniste, mais le résultat d'une opération de stalking et de planification minutieuse
menée par quelqu'un obsédé par elle depuis des mois. L'enquête autour de ce box mystérieux déborda rapidement le cadre de l'Illinois pour devenir une opération inter-État, mobilisant forces de l'ordre du Wisconsin, de l'Illinois et bientôt d'autres États où des affaires similaires étaient réexaminées pour d'éventuels liens. Les cartes prépayées ayant servi au paiement furent retracées jusqu'à plusieurs stations-service et dépanneurs du Midwest. Mais les vidéos de surveillance de ces établissements avaient été pour la plupart supprimées ou écrasées depuis longtemps. Par une fraîche soirée d'octobre 2015, Brenna Callaway, 17 ans, embrassa ses parents pour leur dire bonne nuit, puis parcourut les 3 pâtés de maison séparant la modeste maison familiale de Plain-Pied à Cedar Falls dans le Wisconsin, de la résidence des Henley, où elle devait faire du babysitting. Elle portait son sac à dos en cuir usé, rempli de devoirs, son chargeur de téléphone et un sachet de bonbons qu'elle avait acheté pour les partager avec Emma, 6 ans, et Mason Henley, 4 ans. Dans ce quartier résidentiel paisible, Brenna était reconnue comme la babysitter la plus fiable. Ponctuelle, responsable et sincèrement adorée par tous les enfants qu'elle gardait. Les parents lui faisaient une confiance aveugle. Les enfants suppliaient leurs parents de l'appeler et jamais elle n'avait manqué un rendez-vous ou rentré plus tard que prévu. Mais ce soir-là, Brenna Callaway disparut sans laisser de traces, laissant derrière elle un mystère qui hanterait Cedar Falls pendant presque une décennie. 8 ans plus tard, dans un garde-meuble situé à 2 états de là, un sac à dos portant son nom referait surface dans des circonstances si étranges et glaçantes qu'elle raviverait de vieilles blessures et forcerait chacun à affronter une question terrifiante. Que s'est-il vraiment passé ce soir d'octobre avec Brenna Callaway? Et qui avait gardé son sac à dos pendant toutes ces années? Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Brenna Marie Callaway était l'enfant du milieu dans une famille soudée et aimante, installée à Cedar Falls depuis des générations. Son père, Thomas Callaway, était superviseur d'équipe à l'usine de papier locale, et sa mère, Linda, enseignait en 3e année à l'école primaire Riverside. Jake, son frère aîné, était en première année à l'université du Wisconsin. Sa sœur cadette, Megan, était en seconde au lycée et vouait à Brenna une admiration totale, propre aux grandes sœurs parfaites. Ses amis la décrivaient comme le genre de personne qui n'oubliait jamais un anniversaire, qui traversait la ville pour rapporter des devoirs oubliés et qui réussissait à jongler entre ses cours avancés, AP, son emploi à temps partiel dans un glacier local et son activité florissante de babysitter. Elle économisait pour l'université, bien décidée à devenir enseignante en école primaire comme sa mère, et avait déjà été acceptée dans plusieurs universités avec des bourses partielles. Sa chambre était tapissée de citations inspirantes et de photos des enfants qu'elle gardait, chaque photo soigneusement étiquetée avec la date et une légende amusante. Brenna rêvait d'ouvrir un jour sa propre crèche, et tous ceux qui la connaissaient étaient convaincus qu'elle réaliserait tout ce qu'elle entreprenait. C'était le genre d'adolescente que les parents montraient en exemple, le genre de jeune femme qui redonnait foi en la génération suivante. La famille Henley s'était installée à Cedar Falls 6 mois avant cette fameuse soirée d'octobre, quittant Minneapolis après que David Henley ait obtenu une promotion dans la banque régionale où il travaillait comme chargé de prêt. Son épouse, Sarah, était graphiste indépendante, travaillant de chez elle, ce qui lui permettait de s'occuper de leurs 2 jeunes enfants, tout en développant sa clientèle dans cette nouvelle communauté. Les Henley avaient découvert Brenna grâce à une recommandation de leur voisine. Après qu'elle ait gardé Emma et Mason à 3 reprises sans souci, ils la considéraient comme une perle rare. David et Sarah attendaient avec impatience leur première vraie soirée en amoureux depuis le déménagement. Un dîner au nouveau restaurant italien du centre-ville, suivi d'un film qu'ils voulaient bien voir depuis des mois. Sarah avait passé l'après-midi à préparer des collations pour les enfants et à rédiger des consignes détaillées pour Brenna. Les routines du coucher, les numéros d'urgence, l'allergie légère d'Emma aux arachides. La maison était impeccable. Les enfants, ravis de retrouver leur babysitter préféré. Et tout semblait parfaitement normal quand Brenna arriva, pile à 18h30, comme à son habitude. Elle discuta brièvement avec Sarah du déroulement de la soirée, accepta la liste de contacts d'urgence, qu'elle connaissait déjà, et fit un signe d'au revoir depuis le perron pendant que les Henley reculaient leur voiture.
David dira plus tard à la police que la dernière image qu'il gardait de Brenna était sa silhouette dans l'embrasure de la porte, une main saluant et l'autre posée sur l'épaule d'Emma, blottie contre elle. La soirée se déroula comme prévu pendant plusieurs heures. Brenna aida Emma et Mason à finir leur dîner, nuggets de poulet et tranches de pommes, les accompagna pour leur bain, puis les installa dans le salon pour leur heure autorisée de télévision avant le coucher. Des voisins ont plus tard raconté avoir vu la lueur du téléviseur à travers la fenêtre des Henley vers 19h30 et entendu des bruits de films pour enfants. À 20h15, Brenna envoya un SMS à sa mère pour lui confirmer que tout se passait bien et qu'elle rentrerait probablement vers 23h30, comme prévu. Elle coucha Mason à 20h30, puis Emma à 21h, leur lut une histoire à chacun, s'assura qu'ils avaient leur peluche préférée, alluma leur veilleuse, puis ferma les portes de leur chambre.